Bonsoir à tous, il est 20h02, nous ouvrons notre séance du conseil municipal. Le premier point ce soir, alors attendez, d'abord les excusés, pardon. Alors désignation, je vais commencer par ça, désignation de la secrétaire des séances. Allez Amber, tu m'as regardé, c'est trop tard, on est d'accord. C'est le genre de tâche habituelle d'être la secrétaire de séance, voilà. J'ai des excusés, en fait j'en ai un seul, Monsieur Fontaine, pour une fois d'ailleurs, qui donne pouvoir à Monsieur Grand-Buteau, il est souvent très assidu. Je n'ai que celui-ci. Non, non, ok, d'accord, ça marche. Je ne vais pas commettre d'impair, hein. S'il y a une régularisation à faire, il faut nous le dire, hein. Pas de souci. Alors, dans l'ordre du jour, le premier point, c'est l'installation de Madame Poisson en tant que conseillère municipale, qui est là, voilà, la petite nouvelle de la soirée. Alors, la nouvelle conseillère. Voilà, donc installation de Madame Poisson, conseillère municipale, suite à la démission de Nora Berdan, qui nous a été transmise, démission qui a été transmise le 12 avril 2021. Madame Poisson est la suivante sur la liste Ensemble Bâtissons Demain. Donc je déclare Madame Huguette Poisson installée dans les fonctions de conseillère municipale. Je vous demande de prendre acte de cette installation. Félicitations Madame Poisson. Bravo. Je vous remercie, je suis très heureuse de nouveau parmi vous. Merci. Je dirais un petit mot sur le départ de Nora Berdan pour que tout le monde soit à un bon niveau d'information. Donc bon, je n'ai pas dit, mais le quorum est atteint, hein, comme vous l'avez pu constater, surtout qu'il est réduit en ce moment dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Vous avez reçu normalement l'ordre du jour. Voilà, tac tac, j'ai rien oublié. Et ben voilà, donc on va passer au point 2, qui est l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal du 18 février 2021. Est-ce qu'il y a des questions, observations? Généralement, quand il y a M. Fontaine, il y a toujours une question. Non, il n'y a rien de... On peut passer au vote. Donc, je vous demande d'approuver le procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez, on passe au point 3. Donc, la démission de Nora Berdan, en date du 12 avril. Et on doit nommer au sein de la commission municipale des modifications de la composition. Donc, je vous propose, si on est d'accord, de faire un vote à main levée. Pas trop d'enjeu là-dessus, je vous propose le nom de Valérie Verdier. Monsieur Grand-Buteau. Oui, juste une explication de vote, hein, ce qui concerne les trois délibérations qui vont suivre pour les remplacements, pour ne pas que les personnes qui viennent d'arriver soient vexées, qu'elles sachent qu'on s'abstient tout simplement parce qu'il s'agit d'une opération de la majorité et on vous laisse entre vous désigner les personnes. Donc c'est pas un refus de ces personnes, mais on ne prendra pas part à cette décision par l'abstention. En sachant qu'on connaît votre position, qui est une position classique, hein, qu'on connaît bien, simplement sur le CCAS, Madame Karine Gentil est présente, donc vous auriez pu voter pour le CCAS. Non, mais c'est ce que je... Parce que généralement, ce que vous faisiez, si j'ai pas de mémoire, c'est que quand il n'y a pas de représentant de l'opposition dans une commission ou quoi que ce soit, vous ne votez pas. Et quand il y a une représentante, généralement, vous votez. C'est ce que j'avais retenu, mais... Non, mais il y a des représentants dans toutes les commissions. Oui, mais c'est pas la même explication. Si vous voulez, quand il y a un seul représentant, il est normal qu'il soit la majorité. Lorsqu'il y en a trois, on demande à avoir une place, et si jamais vous nous le refusez, on vote contre. Mais lorsqu'il y a simplement dans le cadre des commissions, et comme elles sont faites de façon totalement régulière, là c'est plus à nous de décider entre vous. Donc si vous voulez, le principe c'est laisser un groupe décider entre soi qui va le mettre. J'ai parfaitement compris, simplement c'est pour remplacer une personne de la majorité, c'est tout simplement ça, mais peu importe. Ah, si, un point, Nora Berdan a souhaité démissionner, je vais quand même vous le dire pourquoi, sans rentrer dans le détail. C'est pour des raisons purement familiales. Vous savez qu'elle est mère de 2 enfants. Elle a besoin de se concentrer actuellement sur l'éducation de ses 2 enfants pour différentes raisons que je passe. Elle m'a dit de vous dire qu'elle était repartie sur les élections municipales parce que son but était politiquement de mettre en place les centres sociaux. Voilà, c'était son dada, c'était une longue conversation qu'il y avait eu dans la précédente majorité, ça lui tenait à cœur, et voyant l'avancée avec ses collègues Mme Cissé et les services sur cette question-là, elle estime qu'à la fin de l'année, c'est en bonne voie pour être signé, donc elle a dit c'est le moment que je puisse partir, et
Voilà, donc elle part avec un très bon état d'esprit, mais elle a des priorités comme ça arrive parfois, et voilà. Et on la remercie parce qu'effectivement, Nora Berdan a été une femme, a été une élue très engagée, très proche du terrain, et je crois que son comportement, son attitude a toujours été appréciée par tout le monde. Voilà. Donc on peut la saluer collectivement. Alors je passe à des choses plus terre à terre, au point 3. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord qu'on puisse voter à main levée, je propose le nom de Valérie Verdier pour remplacer Nora Berdan dans cette commission. Donc on met maintenant, c'est pas maintenant ? Voilà. Je vous propose donc ceux qui votent pour le Valérie Verdier, voilà, la majorité, donc l'opposition. Ok, ça marche. Je vous remercie. Allez, le point 4. Et ben c'est le CCAS, hein, donc la même chose, je propose remplacement de Nora Berdan, le nom de Valérie Verdier, on va passer aussi au vote à main levée. Vous avez déjà anticipé, Marianne, bravo. Allez, je propose Valérie Verdier pour ceux qui veulent voter pour Valérie Verdier. Merci, majorité, et donc l'opposition, voilà. Ok, allez, on passe au point 5. La caisse des écoles, également, je propose à la place de Nora Berdan, Valérie Verdier, ceux qui veulent voter pour Valérie Verdier. Merci beaucoup. Valérie, tu peux voter pour toi, c'est pas un problème. On considère que tu as voté pour toi, d'accord. Voilà. Allez, je passe au point 6. Règlement intérieur, modification, Monsieur Hirti. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. La délibération que l'on vous propose ce soir consiste à modifier l'article 14 du règlement intérieur à la demande du contrôle de légalité, de supprimer le passage que vous avez sur l'article 14 surligné en jaune, qui précisait que le maire peut décider à titre dérogatoire que la séance du conseil municipal se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou fixer un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Donc c'est ce paragraphe que l'on supprime ce soir à la demande du contrôle de légalité. Y a-t-il des questions, observations? Monsieur Gambuto, je vous en prie. Ben, on votera évidemment pour, puisque déjà c'est obligatoire, mais juste vous rappeler que ça ne vaut pas volonté d'approuver le règlement intérieur tel qu'il avait été présenté, que nous avions voté contre, parce qu'on avait regretté, je me permets de le redire, le fait que, notamment sur un des points, qu'il n'y ait pas la possibilité d'intervenir 2 fois sur une délibération, ce qui existait avant, sur les mandats précédents, et ce qui reste, à mon avis, quelque chose de très important, parce que ça permet quelquefois de vous poser une question et, suite à vos réponses, d'intervenir pour prendre une position. Donc, si ça pouvait être ajouté, ce serait super. C'est pas quelque chose de très important. On ne va pas le rajouter, mais je parle dans ce débat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des commissions pour le débat plus technique, et c'est un lieu de débat, de questions, on va dans le fond des dossiers, et après, dans le conseil municipal, on vient voter ou non, ou s'abstenir pour une délibération. Donc je ne relance pas le débat, mais on n'arrive pas au conseil municipal, je le dis parce que maintenant nous sommes filmés et je l'explique à tout le monde, nous n'arrivons pas au conseil municipal sans avoir un débat de fond entre les services, les élus de l'opposition, etc. Donc voilà, c'est pour ça que d'où la disposition de ce règlement intérieur. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, on passe à la suite. Le point 7, Monsieur Hirti, toujours, convention avec les praticiens, maison de santé des Battes. Dans la continuité de l'opération de la maison médicale, maison de santé des Battes, on n'avait pas conventionné avec les différents praticiens. Donc ce soir, on vous propose une convention avec les praticiens qui fixe la tarification. Pour résumer, 75 € par jour pour l'occupation par des médecins et 45 € par jour pour les paramédicaux. Lors de la présentation du premier dossier au conseil municipal du mois de juillet de l'été dernier, on avait évoqué que la moitié des frais devaient être couverts par le corps médical. Donc on a réalisé une étude économique et on devrait couvrir au moins la moitié des frais. Bien entendu, on fera une évaluation de ce dispositif à la fin de l'année. On aura 1 an de retour d'expérience sur cette maison de santé des Battes. Et on réfléchit également sur la transformation de cette maison de santé des Battes en centre médical de santé. Donc on est sur des études économico-juridiques
pour tisser en fait la pierre angulaire du futur contrat local de sécurité avec Vermouillet, qui est contrat local de santé, de santé, qui arrive à échéance prochainement. Voilà. Question, observation là-dessus. Alors, Madame Gentil par politesse, et après c'est bon. Oui, merci. Nous avons lu avec attention le projet de convention mis à disposition avec les praticiens. Il est prévu une durée initiale de 3 années et la faculté pour le médecin de résilier à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Donc la question que nous nous sommes posée, il n'y a pas d'engagement minimal des médecins sur une durée minimum lorsqu'ils signent la convention. Ils peuvent signer la convention et une semaine après délivrer un préavis et partir dans les 3 mois suivants. Merci Madame, je vais répondre. Monsieur Gambuteau, allez-y, je vous en prie. Oui, justement, c'est peut-être la preuve que si on pouvait avoir 2 interventions, ça nous permettrait de poser ces questions qui n'ont pas été débattues justement en commission et de pouvoir débattre ensuite. Moi, si vous voulez, ce qui m'ennuie un petit peu mais je m'étais déjà exprimé en partie la dernière fois lorsqu'on avait décidé la prise en charge d'une partie des salariés de cette maison de la santé, et puis sur la partie du loyer, on se retrouve quand même avec une structure qu'on a déjà largement accompagnée, aidée. Il y a eu une première fois, il y a eu 470 000 € qui avaient été engagés par l'habitat et puis accompagnés d'ailleurs par l'État, par la région. Il y avait eu ces investissements. On s'est retrouvé avec quelques années après, 4 ans après, avec moins de personnel qu'il y avait à ce moment-là. Nous avons décidé, vous avez décidé, mais on avait voté pour, en ce qui concerne l'accompagnement, d'aller un petit peu plus loin il y a pratiquement 1 an maintenant. Et on se retrouve de nouveau dans une situation où on est encore dans cette même logique d'économie sur les loyers, semble-t-il, parce qu'en fait, j'ai cherché, alors peut-être ai-je mal cherché, mais je n'ai pas réussi à trouver quelles étaient les évolutions qu'il y avait par rapport à avant, c'est-à-dire qu'en reprenant maintenant, donc on apprend la dissolution, les loyers, qu'est-ce que ça représente? Je sais qu'il y a un moment certain, il se disait que parce que c'était trop cher, c'était peut-être l'une des raisons pour lesquelles on avait du mal à avoir des praticiens sur place. Est-ce qu'on est dans les mêmes prix? Est-ce qu'on est dans les prix plus chers? Est-ce qu'il y a des charges qui vont être plus importantes? De la même façon, lorsque l'OPAC nous cède à titre gracieux, quel sera le coût pour l'OPAC? Parce que l'OPAC, c'est un petit peu nous quand même, malgré tout. Donc c'est toutes ces questions qui se posent pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Et puis après, ce serait bien qu'on ait un moment de débat aussi important. Je sais qu'il y en a eu un peu pendant la campagne, mais un débat qui il me semble très important sur les choix politiques, sur la meilleure manière de trouver des médecins et de ramener des médecins. Parce que quand on parle des praticiens, quand on parle des maisons d'accueil, des maisons pluridisciplinaires, pardon, c'est surtout du médecin généraliste dont on a besoin, et évidemment avec une dynamique, avec d'autres personnels de la santé, mais c'est surtout de cela dont on a besoin. Donc, on avait avancé des idées, mais je sais que vous partagez ces idées sur, par exemple, les médecins salariés. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller les chercher? Comment on fait? Nous avions avancé un certain nombre d'idées, par exemple, accompagner les élèves qui le souhaitent dans leur formation en tant que médecin, et puis les accompagner financièrement, les drouer, et puis qu'il y ait un engagement derrière. Il y a un certain nombre d'idées, et c'est plutôt ces choses-là qu'il faudrait peut-être réfléchir, mettre en avant et valoriser sur une maison comme celle-ci, plutôt que, me semble-t-il, rester seulement sur le problème de la location, du contenant, et puis il n'y a pas une visibilité qui me paraît claire sur la méthodologie. Alors après, c'est vrai que vous êtes là que depuis 9 mois, on a commencé. Pourquoi cette dissolution et où on en est en fait? Merci M. Gambuteau. Pour répondre d'abord Mme Gentil. 3 mois, c'est assez classique. Vous savez que les médecins sont des professions libérales. Ils ont ce qu'on appelle la liberté d'installation. Et en tant que juriste, vous le savez, hein, toute mesure réglementaire ou dérogatoire a un principe de base. Vous volerait en éclats si un médecin nous faisait un recours. Donc on essaye d'avoir des choses un petit peu cadrées, qui correspondent aussi à la réglementation et à la loi. Hein. Le médecin a le droit de partir et de s'installer où il veut, c'est la liberté d'installation, c'est consacré par la loi. Donc, voilà. On essaie simplement d'avoir 3 mois de préavis parce qu'on doit préparer les choses. Sur le fond de cette maison des BAT,
La tarification qui est retenue ici, c'est globalement la tarification qui avait lieu entre les différents praticiens sur cette maison, avant qu'on intervienne. Voilà. Qui couvrait une bonne partie des dépenses, je ne vais pas dans le détail, peut-être qu'Aïssa peut en dire plus là-dessus. Donc globalement, on a mis ce qui était, comment dire, susceptible d'être accepté et supporté par les praticiens, par les soignants. Sur l'office HLM, qui est propriétaire du lieu, on a demandé à l'office et donc au conseil d'administration de supporter la gratuité pour plusieurs mois, le temps de relancer cette maison médicale, par solidarité pour le quartier. Je le dis d'autant plus facilement que le quartier des Battes est en pleine rénovation. On ne va pas relancer le débat, hein, je vous ai expliqué la stratégie, pourquoi on le faisait, pour soutenir les populations sur ce quartier. Il y a 7500 personnes qui dépendent de cette maison médicale, c'est pas rien, c'est parmi les gens les plus modestes sur notre ville, et on le fait consciemment parce qu'on ne peut pas se passer de maison médicale sur les Battes. Voilà. Je ne relance pas le débat, mais c'est fondamental. Ils sont déjà suffisamment éloignés de l'offre de soins pour que nous ayons réagi comme on l'a fait. Simplement, pourquoi on a demandé à l'OPAC de jouer le jeu, c'est parce que quand on regarde bien dans le détail de ce quartier, il y a différents aspects. Les espaces autour des immeubles, par exemple, contrairement à d'autres quartiers, sont pris en charge par les espaces verts de la ville de Dreux. Donc en fait, les locataires ne payent pas l'entretien des espaces verts autour des immeubles, contrairement à la Croix-Tignac, au Lièvre d'Or, etc., etc. Ça fait partie de la solidarité que le contribuable drouais a vis-à-vis des gens les plus modestes à Dreux. Pour autant, avec la rénovation urbaine qu'on va faire là-bas, la nouvelle construction, la rénovation des logements, on aura en toute logique des logements dignes de ce nom, en RT 2012, en RT 2020, etc., qui amèneront à avoir moins de frais pour les locataires en termes de chauffage, etc., etc. C'est pour ça aussi qu'on a une stratégie avec l'État de dire qu'il est temps de résidentialiser les futurs immeubles, etc., pour que ces charges reviennent à la charge des locataires. Puisque globalement, les frais baisseront pour les locataires en termes de fluide, de chauffage, etc., et qu'il est temps de basculer, qui est la normalité, hein, en fait, c'est l'entretien des espaces communs. Voilà. On a demandé à l'OPAC, comme nous on intervient sur ce champ-là, qu'ils puissent jouer le jeu dans l'intérêt collectif de la gratuité des loyers. Voilà. C'est un quartier qui est compliqué parce qu'il faut remettre tout à plat. On a 140, peut-être même plus avec l'avenant 1 de 140 millions d'euros qui vont être investis sur Batte-Tabellion. C'est un investissement colossal. Il faut que chacun joue le jeu et mette sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Donc c'est pas forcément voué à perdurer. Simplement c'est que quand on arrive en juillet élu, l'un des premiers dossiers qu'on nous met sur la table avec l'hôpital de Dreux, on va en dire aussi un mot, c'est la maison des Battes, qu'on avait vu un petit peu avec le docteur Jean-Louis, qu'on avait vu un petit peu avant, qui nous dit voilà, si en septembre, octobre, j'ai pas de solution, on ferme. Vous imaginez le message qu'on envoie à la population, on dit on va rénover le quartier. Avec Chantal Dessel, on s'est battu sur, et puis d'autres, hein, sur le collège, le lycée, Courtois, merci, le lycée Courtois, et on a retrouvé des heures, donc tant mieux. Après, plus globalement, pour vous répondre, M. Lobito, sur les médecins. Je crois savoir que la région Centre a eu une politique très volontariste sur les médecins salariés, et bravo. 150 médecins, je crois de mémoire. Combien ont été embauchés au bout de 2 ans? 6, 8, 5, j'en sais rien. Tout ça pour vous dire que c'est extrêmement difficile, il faut être modeste. Vous imaginez, enfin, M. Lobito, vous êtes conseiller régional, je vous apprends rien. Et je ne fais pas de la petite politique, mais la région Centre, c'est quoi? 1,5 milliard de budget, à peu près. Une puissance de frappe en termes de communication qui est monumentale. Vous avez combien d'agences et pourtant vous n'y arrivez pas. Et je ne jette pas la pierre parce que on est tous dans le même bateau. Hein. Je veux dire, je serais maire de Nice, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de problème pour avoir des médecins. Mais malheureusement, voilà, donc dès qu'on peut en choper un, on en chope un, on l'accroche, on va le chercher, on essaie de le capter, mais on ne veut pas n'importe quoi non plus. Donc on a eu une candidature sur un poste de médecin salarié à la ville de Dreux. On a pris nos renseignements, on dit surtout pas cette personne parce que elle est limite dangereuse, quoi. Il y a une procédure en plus contre elle, etc. Donc c'est compliqué, on y va. Moi j'ai des gens autour de moi qui sont de très bon niveau qui gèrent ça. Il y a Talal, je ne sais pas s'il est là ce soir, il y a Christine Picard qui est... Alors,
elle n'a plus de vie, la pauvre Christine, elle est là. Christine, qui n'a plus de vie, qui vit au parc des expositions. Enfin bref, je veux dire, vraiment mouille la chemise, mais tout le monde le sait, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Mais enfin, vous connaissez la situation. Oui, je t'en prie, ça, vas-y. Pour compléter les propos de Monsieur le maire, on n'est pas sur un bail 369 avec un préavis de 6 mois, un bail commercial classique. Ça, c'est le premier élément. Concernant le loyer, le montant du loyer s'est élevé à l'OPH à 1 800 € par mois. Et comme je vous l'ai dit en introduction de présentation de la délibération, on fera un bilan financier au bout d'un an, donc on arrive à l'année. À la fin de l'année 2021, on vous présentera un bilan financier sur l'activité. Voilà. Simplement, s'il n'y a plus de questions là-dessus, je vais passer au vote. Simplement, moi, j'ai dit avec malice que vous n'aviez pas voté la maison médicale des Battes, vous étiez contre ou vous étiez abstenu, je ne sais plus à l'époque. J'avais dit avec malice parce que ça m'avait un petit peu... Voilà. Je ne veux pas en faire un débat politique, quoi. Il y a des gens derrière, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin de médecins, de praticiens, il y a des enfants qui sont en grande difficulté. C'est le quartier où il y a le plus de familles monoparentales. Ça doit nous interpeller, vous voyez. Donc je ne veux pas lancer de polémique, mais voilà, on est là. Allez-y, M. Comito. Mais j'en fais pas du tout une polémique du tout, et c'est pas du tout de politique. Ce que je veux dire, c'est que sur ce qui a été fait jusque-là, on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Donc à aujourd'hui, le fait, parce qu'il y a eu des investissements qui ont été lourds, et on était simplement focalisé sur, j'allais dire, sur le contenant, sur l'immeuble, sur le loyer, etc. Et on voit bien que jusque-là, ça n'a pas marché, et il n'y a pas de raison que ça marche. Je veux dire, en prenant les mêmes méthodes, on n'aura pas des résultats qui sont différents. Donc si vous voulez, aujourd'hui, je suis tout simplement, mais objectivement, et je ne suis pas dans la polémique du tout, parce que je sais que le problème est très difficile, sauf que je me dis qu'on se retrouve avec une structure qui, depuis plusieurs années, coûte énormément, a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et puis on se retrouve chaque fois avec, là on a quoi? On a 1,5 médecin, je ne sais pas son âge, donc on se retrouve avec la même situation. Donc je vous dis, seulement là aujourd'hui, avec l'investissement qu'on va faire, avec ce qu'on a engagé l'autre fois, l'investissement qu'on va faire, je ne vois pas de résultat qui serait meilleur, et je ne doute pas un seul instant que vous mouillez la chemise, je ne doute pas un seul instant que vous voulez vraiment qu'il y ait sur place, qu'il y ait des médecins. Ce que je vous dis, c'est que ça fait 10 ans, ça fait 6 ans qu'on investit énormément sur ce bâtiment, sur cette structure de cette manière, et s'il n'y a pas une volonté de travail avec les praticiens, avec une manière de voir le problème, parce qu'en fait la problématique, on voit que les MSAP, ça marche lorsqu'il y a une équipe avec un certain nombre de praticiens qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Mais si on limite à vouloir faire une structure et à faire des loyers, et d'attendre que les gens viennent, et ben malheureusement ça ne marche pas. Donc je ne vous jette pas la pierre en disant il faut cramer le truc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que s'il n'y a pas derrière une autre politique, avec d'autres solutions, des solutions qui ne sont pas faciles, et vous avez raison en disant qu'il fallait chercher les médecins, mais là par exemple ce vendredi prochain, on installe un médecin salarié à Toury. Honnêtement, c'est pas que je suis amoureux de Dreux, mais je préfère m'installer à Dreux qu'à Toury, donc rien n'est perdu. Ce que je veux dire, c'est que... On compte sur la région. Hein. Voilà, non mais c'est difficile, il faut qu'on ait une politique d'attractivité qui soit très forte. Ce que je veux vous dire, c'est que là aujourd'hui, on met des pansements sur une jambe de bois parce qu'on essaie de tenir le truc qu'on tient depuis 6 ans, et l'air de rien, c'est des centaines de milliers d'euros qui ont été engagés, et on est à la même situation. C'est la seule chose que je voulais relever. Oui, en aucun cas votre motivation. Oui, non. Simplement, on est dans la même situation. Oui et non, c'est-à-dire que si on n'avait rien fait, elle serait fermée. Hein, premièrement. Deuxième chose, l'attractivité de la ville, oui. Parce que quand vous êtes médecin, vous êtes cadre supérieur en réalité. Donc vous cherchez pour votre famille un lieu pour pouvoir s'installer, où il y a des bonnes écoles, etc. etc. Quand on est arrivé à nos fonctions, le premier dossier qu'on a mis sur la table, c'est l'hôpital de Dreux. Je le dis parce que c'est important. Et c'est un peu la même dynamique. Hein. L'hôpital de Dreux est de 1973 de mémoire. On va bientôt fêter ses 50 ans. Et il s'avère que cet hôpital a besoin d'un réinvestissement colossal que seul l'État peut faire, de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Et tout de suite, on a travaillé avec l'ARS, le directeur M. Montama, pour monter un dossier digne de ce nom qu'on pourra présenter dans les prochains mois au ministère de la Santé et à Castex, parce que le président aussi s'est positionné là-dessus.
Donc depuis le mois de juillet, on est dessus, toutes les semaines, on travaille dessus, etc. On a débloqué les fonds nécessaires pour 2 études, l'étude médicale d'établissement, qui coûte un peu d'argent, et puis surtout l'étude immobilière, pour avoir un dossier finalisé. Ce dossier-là, moi j'ai beaucoup sensibilisé Chantal Dosset aussi là-dessus, parce qu'il faut être accompagné, et on aura un dossier qui sera en version 0 au mois de juin, et consolidé avant la fin de l'année. Consolidé, c'est-à-dire des échanges entre le ministère de la Santé, l'ARS et nous. Voilà. C'est un budget colossal, et on a besoin de reconstruire l'hôpital de Dreux pour attirer de nouveaux praticiens. Aujourd'hui, c'est vrai que notre hôpital n'est pas sexy, hein, on va dire les choses. Mais quand vous êtes médecin hospitalier ou autre et que vous voulez faire soit de l'exercice partagé, soit de la médecine hospitalière, bah, quand vous venez à Dreux, vous dites bon, ça ne fait pas rêver, j'ai d'autres possibilités ailleurs. Et pour notre bassin de vie, c'est essentiel pour l'attractivité du territoire. On a quand même 2000 agents qui travaillent à l'hôpital, c'est colossal. Voilà. Il y a un enjeu majeur. Et le président de la République est venu il y a quelques jours. J'avais beaucoup insisté auprès de la préfète pour qu'elle fasse, dans le cadre de cette visite, remonter l'information à Emmanuel Macron en disant là, vous ne pouvez pas venir sur le Drouet sans annoncer quelque chose. Et il a décidé, et je remercie la préfète qui a été très proactive là-dessus, qui a cassé les pieds à l'Élysée, pour être très clair, pour dire il faut que le président annonce quelque chose sur l'hôpital de Dreux. Et moi j'étais ravi. Voilà, j'étais ravi. Donc maintenant on continue à dérouler avec le directeur pour que le dossier soit prêt avant la fin de l'année. Parce que c'est bien d'avoir la bonne nouvelle avant les présidentielles. Et voilà, donc on travaille dessus sérieusement. Moi, je ne porte que politiquement, mais il y a des équipes derrière qui sont de très bon niveau. Certainement que ce projet-là va dépasser les 150 millions d'investissements pour notre territoire. C'est essentiel. Si tout va bien, dans 2 ans, les travaux vont commencer et on fera une opération à tiroir qui va durer 5, 6, 7 ans. C'est en train d'être peaufiné. Ça va changer toute la physionomie de notre territoire, l'attractivité. On va passer dans un hôpital du XXIe siècle, enfin quoi. Voilà, c'est quand même poussif aujourd'hui. Hein. Je vous passe les problèmes de sécurité du grand bâtiment de grande hauteur qui nous posent des problèmes. Mais en amont, on a réussi à faire acter par le ministère de la Santé qu'au sein de la région centre, il y avait 2 hôpitaux prioritaires, Blois et Dreux, et que entre ces 2 hôpitaux, le plus prioritaire, c'est Dreux. Il y a une enveloppe de 500 millions qui a été annoncée par Castex sur la région centre dans le cadre de la loi Ségur pour l'immobilier. Et ça y est, on est en tête de liste, et on va avoir le dossier prêt dans quelques mois, on le dépose, on le fait acter, puis on commence. Quoi. Vous voyez, ce que je veux vous dire, M. Comito, c'est qu'il faut une politique globale d'attractivité de notre territoire. Ça joue par le centre-ville, par les quartiers, par l'hôpital, par le tissu économique. Et quand on arrivera à un bon niveau, bah, peut-être que les médecins viendront aussi plus facilement. Vous voyez, je peux le débat, mais je voulais vous expliquer un petit peu la démarche globale. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition? Je vous remercie. Allez, on passe au point 8, c'est ça? Monsieur Herty, contrat de projet? Alors, on jongle avec le statut de la fonction publique territoriale. Donc, on vous propose la création d'un poste de contrat de projet pour exercer les fonctions de référent cœur de ville sur le grade de rédacteur principal de 2e classe. C'est un poste qui sera pourvu en interne. L'agent est déjà en poste sur un autre statut de la fonction publique territoriale. C'est une régularisation de sa position administrative. Merci, monsieur Herty. Question, observation? On passe au vote. Monsieur David, allez-y. Question très très simple, simplement de forme. Je vois dans la délibération que l'avis de la commission est favorable. On vous avait demandé la dernière fois ou la précédente, je ne sais plus, si vous pouviez préciser nos votes en commission. En l'occurrence, nous avons là aussi une pratique de principe de nous abstenir lors des commissions, donc si ça pouvait être mentionné. Merci. Complètement, on est d'accord. Ça sera précisé. Ok. Madame Gentil, allez-y. Oui, excusez-moi, monsieur. Pardon. Monsieur Herty, est-ce que vous pourriez nous préciser la fiche de poste, poste de rédacteur territorial pour renforcer la maîtrise des opérations menées par la ville et l'agglo? On ne comprend pas bien ce que c'est précisément. Non, je ne vais pas vous détailler la fiche de poste. Par contre, je peux vous dire que c'est un référent cœur de ville. C'est pour travailler sur le projet Action Cœur de Ville. La ville a été retenue dans le cadre des 222 villes de France dans le projet Action Cœur de Ville. On a besoin d'un référent qui a été recruté en 2017, une fois que la ville avait été retenue dans ce dispositif. Voilà, donc c'est de favoriser l'implantation de commerce dans le centre-ville et puis avec toutes les opérations d'Action Cœur de Ville. Les fiches de poste.
les fiches de poste n'ont pas à être soumises au conseil municipal. Je ne vois pas l'intérêt de détailler la fiche de poste. Y a-t-il d'autres questions, observations? Juste, excusez-moi, on peut reprendre la parole ou pas? Allez-y, madame. Ah oui. Juste pour bien comprendre, nous avons mis à disposition, il y a quelques mois, on a demandé de voter la mise à disposition d'un référent cœur de ville qui passait à la SPL, ce qui au passage nous posait quelques difficultés parce que les conseillers municipaux n'ont pas de droit de regard sur le fonctionnement de la SPL. Et aujourd'hui, il nous est demandé de créer un référent cœur de ville. Je vais répéter ce que je viens de dire, c'est une transformation du statut de l'agent. C'est le même agent. D'accord, mais c'est le même agent. Qui du coup qui change repasse. de statut. Qui repasse. D'accord. Qui était sur un contrat d'1 an et qui passe sur un contrat de projet, tout simplement. On jongle avec le statut de la fonction publique territoriale. C'est créé, mais il est délégué. C'est le même agent. Allez, autre question, Merci. observation? Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition? Je vous remercie. Allez, on passe au point 9, création-suppression de poste. Monsieur Erti. Alors, dans le cadre des réorganisations de services, il est proposé plusieurs créations de postes. Un poste de chef de projet socio-culturel. Comme vous le savez, dans le budget 2021, on a doublé le budget de la culture pour faire le lien entre la culture et le social, et notamment dans les quartiers. On a décidé de recruter un chef de projet socio-culturel. Ce poste sera pourvu en externe. Un chef de sécurité des bâtiments qui sera pourvu en interne, un chef de projet amélioration énergétique et sécurité qui sera pourvu également en interne, un adjoint au chef de service voirie qui exerce déjà la fonction qui sera pourvu en interne, un responsable entretien des locaux qui sera pourvu en interne. Concernant les suppressions de postes, je vous demande de retirer à l'ordre du jour les 2 postes de serrurier au sein du service des ateliers. On a eu un comité technique ce matin avec les organisations syndicales. On va retravailler un petit peu sur le dossier, on le représentera à un prochain conseil municipal. Donc on propose la suppression d'un chef de service théâtre, un poste de chef d'équipe plombier, un poste d'adjoint au chef de service atelier. Voilà. Merci, monsieur Erti. Question, observation? Monsieur David. Oui, ma question porte plutôt sur ce que vous venez de mentionner, monsieur Erti, le décalage entre l'étude que nous faisons en commission sur les délibérations préparatoires, hein, j'entends bien, et celles qui nous sont finalement présentées en conseil. D'ailleurs, j'en profite pour saluer l'engagement que vous avez tenu de nous présenter un tableau comparé des entrées et des sorties qui nous permet d'avoir une visibilité, parce que c'est toujours compliqué d'un conseil à l'autre d'avoir une vision sur ce genre de mouvement, mais merci beaucoup. Néanmoins, il me semble qu'il y a un cas qui a disparu, que vous aviez mentionné, qui était celui d'un agent de liaison, qui était mi-temps agent de liaison et mi-temps chauffeur, et vous sembliez vouloir changer son statut et le faire passer à plein temps en agent de liaison. Et il semblait y avoir une difficulté, donc je m'interroge simplement sur ce retrait, et si vous aviez juste l'amabilité de nous donner des précisions. Merci. Effectivement, lors de la commission modernisation, on avait évoqué ce poste. On a décidé de le retirer de l'ordre du jour et de revoir la position. On fera ça à un prochain conseil municipal. Voilà. Le dossier n'était pas encore ficelé comme les 2 serruriers, voilà, tout simplement. Question, observation? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition? Je vous remercie. Allez, on passe au point 10 sur Michel Poisson pour le boulevard de l'Écluse. La SPL, dont vous parliez à l'instant, est en charge de la concession d'aménagement du lotissement du boulevard de l'Écluse. Dans le cadre de cette opération, il y a 2 parcelles qui ont été déclassées du domaine public et qui nécessitent effectivement d'être cédées à la ville de Dreux pour une question d'alignement sur rue. Le service des domaines s'est prononcé pour un montant de cession à hauteur de 375 € hors taxe net vendeur. Je vous demande si vous êtes d'accord pour que la cession puisse être effectuée au montant de 375 €
hors taxe, net vendeur, et d'autoriser monsieur le maire ou le premier adjoint à signer l'acte authentique correspondant. Un sujet majeur. Absolument. Une question d'observation. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. C'était dur ce soir, Jean-Michel. Allez, on reste dans le secteur, mais on change d'élu. Caroline Vabre. Caroline. Caroline pour la dénomination des voix, excuse-moi. Oui, bonsoir à tous. Alors, vous avez vu, monsieur le maire a décidé de créer une délégation spécifique que j'ai l'honneur d'occuper en lien avec le droit des femmes. Dans le cadre de cette délégation, il y a un constat qui a été fait que seuls 2% de nos noms de rue portaient des noms de femmes. La municipalité a donc décidé que désormais, sauf exception majeure, les noms des futures rues seraient des noms de femmes. Dans ce cadre-là, nous avons proposé un sondage au Drouet pour les inciter à participer à la vie de notre cité. C'est quelque chose d'intéressant et qui a plutôt bien marché. On est sur une première proposition. Il y a eu 1007 votants sur ce sondage. 6 noms de rues ont été proposés. Parmi ces 6 noms de rues, nous avions demandé aux Drouet de voter pour leurs 3 privilégiés. Et vous avez donc Edith Piaf qui est sortie du lot. Et je vous parle d'Edith Piaf donc, pour la désignation d'une rue dans le lotissement de l'Écluse dont nous venons de parler. Je vous propose donc de bien vouloir dénommer la voie nouvelle figurant sur le plan que vous avez donc à l'issue du rapport numéro 11. La rue, donc la nouvelle voie Edith Piaf, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette dénomination. Merci Madame Vabre. Question d'observation sur cette délibération? Je crois qu'il n'y a pas de choses particulières. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Je vous remercie. Et bien on continue. Lotissement de Flonville, c'est ça, Jean-Michel? Lotissement de Flonville, cette fois, c'est un lotissement qui est développé par Nexity. Alors je ne vous dirai pas de quel Nexity il s'agit, tant qu'il y en a de ramifications, n'est-ce pas, Nelson? Dans ce lotissement, il a été convenu, lors de la cession des terrains à Nexity, il a été convenu que les espaces verts seraient rétrocédés à la collectivité, et notamment pour leur entretien. Vous avez une convention qui est jointe, et je ne doute pas que vous l'ayez lue, et je vous demande votre accord pour approuver la convention de rétrocession de l'opération dite La Garenne et son plan de rétrocession au titre des espaces verts. Merci Jean-Michel. Question d'observation là-dessus? Rien de particulier, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, l'unanimité. Allez, on passe au point 13 et je reviens vers Caroline Vabre pour des dénominations de rue. Voilà, donc c'est la suite de tout à l'heure. Nous étions à Delescluze, nous passons à Flonville. Et donc je vous parlais de 3 noms de rues. Je vous ai donc parlé d'Edith Piaf pour Delescluze. Et pour Flonville, c'est donc Olympe de Gouges et Joséphine Becker qui sont ressortis de ce sondage. Et je vous demande donc, si vous en êtes d'accord, de dénommer, alors vous avez les plans toujours joints, la voie nouvelle numéro 1 figurant en rose pour la désigner Olympe de Gouges, et la nouvelle voie numéro 2 figurant en vert pour la dénommer Joséphine Becker, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ces dénominations. Merci Caroline. Question d'observation là-dessus? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. J'ai d'ailleurs un petit mot très sympa, un mail très sympa du petit-fils de Joséphine Becker qui était très sensible au fait que on propose et qu'on vote ce soir le nom de sa grand-mère. Donc il était même prêt à se déplacer lors de l'inauguration. Je trouvais ça sympa. C'était un peu surprenant, mais très sympa. Voilà pour l'anecdote. Ça fera plaisir à Olivier Bourrin. Il aime bien ces histoires-là, Olivier Bourrin. Je t'ai réveillé là. Allez, on passe au point 14, Jean-Michel Poisson. Il va dire. La communauté d'agglomération est propriétaire d'un terrain sur le site des Livraillières, sur la zone industrielle. Terrain qui se trouve, on va dire, à l'arrière de l'imprimerie. Je ne connais pas son nom. Ouais, bon. Pelliculage de l'Ouest. Hein? Les pelliculages, hein? Oui, pelliculage. Et donc, ce terrain, nous envisageons de le récupérer pour la ville de Dreux parce que c'est un prolongement de l'opération
Otium et on peut avoir besoin d'y développer des activités en synergie. Vous avez déjà le pump track qui a été réalisé à la fin du mandat précédent. L'estimation des domaines pour une superficie de 7816 mètres carrés et de 150 000 euros hors taxe, 154 000 euros hors taxe, et le prix d'acquisition pour la ville de Dreux est de 150 000 euros hors taxe. Et je vous demande votre accord pour réaliser les modalités de transaction de cette opération et d'autoriser Monsieur le maire ou le premier adjoint à signer les actes en conséquence. Merci Michel. Question, observation. Monsieur Gambuto, allez-y. Ouais, c'est juste une remarque. Hein. C'est ce qui va se faire sur Otium et là dans la prolongation, c'est dans l'intérêt général, dans la volonté d'animer sur toute l'agglomération. Je pense qu'avec le nombre de fois, quand c'est dans l'intérêt de l'agglomération, on a fait des terrains à l'euro symbolique, peut-être que l'agglomération aurait pu nous faire ce terrain à l'euro symbolique. Simplement, c'est qu'on, pour mémoire, si je ne me trompe pas, on leur a vendu il y a 2 ans, et là on le récupère à ce prix-là. Donc en fait, oui, je suis d'accord, mais en fait on leur avait vendu à 150 000 euros et on le récupère à 150 000 euros. Madame Leparc, je vais juste dire un petit mot là-dessus, parce que c'est peut-être votre question. En fait, pourquoi on le récupère? Parce qu'on a un terrain qui est juste à côté, dont nous sommes propriétaires, et il s'avère que le terrain dont nous sommes propriétaires est constructible. Le terrain que nous reprenons là est en partie inconstructible, du fait de la 154 et de l'élargissement de la RN12. Donc, en l'occurrence, l'agglomération ne peut pas faire grand-chose de ce terrain-là, et nous, ça nous est utile si on veut, par exemple, installer un parking. Ça, on sera autorisé par l'État. Donc il y avait une synergie à trouver en disant bon, on récupère ce terrain-là, et éventuellement, si on veut faire un équipement public ou autre chose, on pourra le viser dans un premier temps pour faire du parking. Voilà. Excusez-moi, c'est peut-être votre question, mais... C'était ma question. Voilà. Oui, je voyais, comme vous connaissez bien le dossier, je savais que vous alliez rebondir là-dessus. Je passe au vote s'il n'y a plus de questions. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, on passe au point suivant. C'est le point 15 et ça concerne le transfert de la compétence du plan local d'urbanisme à la communauté d'agglo du pays de Dreux. Et vous savez que nous devons nous prononcer sur ce transfert de compétences. Nous avons toujours été opposés à nous départir du PLU, car nous voulons avoir la main sur notre territoire et pouvoir décider de ce qu'on y fait. Et donc, je vous demande votre accord pour nous opposer au transfert de compétences à la communauté d'agglo de notre PLU. C'est classique, vous savez que par exemple la police administrative du maire généralement est également transférée automatiquement dans les 6 mois, sauf avis contraire du conseil municipal, ce qui a déjà été fait, et là dans la même veine on refuse le transfert, parce que c'est du transfert automatique, sauf décision contraire. Voilà. Question d'observation là-dessus? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Eh bien on va changer d'élu, Nelson Fonseca, je t'en prie, merci. Bonsoir. La prochaine délibération concerne une convention d'accompagnement pour la préhension de biens présumés sans maître et la cartographie du foncier communal avec la SAFER. Dans le cadre de notre projet politique en matière de transition écologique, la ville de Dreux s'est engagée dans le processus de reconnaissance territoire engagé pour la nature, pour la préservation de la biodiversité notamment. Le Conservatoire des espaces naturels a repéré 40 parcelles vacantes 100 mètres à enjeu de préservation de la biodiversité. La ville a l'opportunité de se rendre propriétaire de ces parcelles. Pour ce faire, nous demandons l'accompagnement de la SAFER pour l'appréhension de cette procédure des biens présumés sans maître et une mise à jour du foncier y afférent. Le coût total de cette action s'élève à 5 560 € et 88 centimes. En conséquence, je vous demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir approuver la convention jointe en annexe et autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la SAFER pour l'appréhension de biens présumés sans maître et la cartographie du foncier communal. Merci M. Fonseca, je crois que c'est une bonne démarche de connaître mieux notre foncier, de pouvoir maîtriser les fonciers délaissés sans maître. Je crois que c'est... Puis voyant le prix, franchement, je pense que c'est une très bonne démarche pour la ville de Dreux. Il y a des questions là-dessus? On s'en inscrit toujours la même démarche. Hein, voilà. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Allez. Je passe au rapport 17, Madame Fouzia-Canal. Merci, bonsoir.
Nous poursuivons le plan pluriannuel de restauration des œuvres de l'église Saint-Pierre qui a été initié en 2017. Pour mémoire, on avait validé ici même en 2020 la restauration de l'œuvre Simon Stock, qui depuis a retrouvé sa place et tout son lustre. Cette année, ce sont 2 œuvres que l'on va restaurer. Ce sont ces mêmes toiles, pour ceux qui ont un peu suivi, qui participent au concours du plus grand musée de France, avec à la clé une dotation de 10 000 €. Les résultats sont attendus en juin, mais vous l'aurez compris, quelle que soit l'issue de ce concours, on s'organise de manière à ce que ces 2 œuvres soient restaurées cette année. Dans cette première délibération, ça porte plus particulièrement sur l'œuvre Saint-Grégoire le Grand. Elle est datée fin 17e, début 18e et inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 2003. À noter que le coût de la restauration... si, normalement. Normalement, ça va être projeté, oui. Pardon. Ma grande faute, excuse-moi. J'en étais où? Bon, elle est datée fin 17e, pardon, début 18e et inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 2003. À noter que le coût de la restauration, tel que vous l'avez sous les yeux dans le document, a fait l'objet d'une révision de la DRAC qui est toute récente et s'inscrit dorénavant à 9 051,60 € TTC et 7 543 € hors taxe. La même DRAC participe au financement à hauteur de 40%. C'est le cas pour toutes les œuvres dans le cadre de ce plan pluriannuel. Je vous demande donc de bien vouloir autoriser cette restauration. Merci Fouzia, c'est un très beau tableau et puis c'est vrai qu'il y a un point plus important que la moyenne des tableaux qu'on restaure parce que le cadre est dans une étape très avancée, un état de dégradation très avancé. Mais c'est un très beau tableau qu'on a été voir ensemble il y a quelques semaines et c'est remarquable de pouvoir restaurer quand on voit les œuvres revenir dans l'état dans lequel elles reviennent. Franchement, c'est très encourageant et on va accélérer cette politique parce que c'est important pour notre patrimoine. Question d'observation ? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Allez, Fouzia, toujours toi. Alors, je vous parlais de 2 œuvres. Donc, toujours dans le même registre, la restauration de l'œuvre Sainte Femme au pied de la croix. Cette fois-ci, l'œuvre est datée début 19e. Elle est également inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 2003. Le coût de la restauration, ici aussi, a fait l'objet d'une révision de la DRAC. Cette fois, ça part un peu à la hausse. La DRAC ayant préconisé un remplacement du châssis. Donc le coût de la restauration va finalement s'inscrire à 6 066 € TTC et 5 055 € hors taxe. Là aussi, le financement de la DRAC s'inscrit à 40%. Je vous demande donc de bien vouloir autoriser cette restauration. Merci Fouzia. S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Allez, Fouzia, toujours toi? Oui, on reste à l'église. Cette fois, il s'agit de restaurer l'orgue, ce vieux monsieur qui a vu le jour en 1751 et qui a également besoin de soins qui sont aujourd'hui clairement vitaux. Surtout que cette restauration, elle touche la machinerie et plus particulièrement la machine Barker qui date quant à elle de 1867. On va dire que c'est le poumon en peau qui est au cœur de l'instrument. Le coût global de cette restauration est estimé à 18 609 € et subventionné à hauteur de 50% par la DRAC. Pareil, je vous demande de bien vouloir autoriser cette restauration. C'est un orgue assez spécifique avec un système particulier qui est... Pareil, on a eu M. Chantraine, je peux le citer à ce soir, qui nous a expliqué ça vraiment à travers. C'est une peau naturelle qui est intérieure, en fait, qui fait l'effet de souffle, c'est ça? C'est ça, voilà. c'est en peau naturelle. J'ai demandé en quelle peau c'était, on a passé une réponse. L'agneau. Eh ben voilà, bravo M. Chantraine. Entre-temps, il a cherché, bravo. Bravo. Il y a des questions, observations là-dessus. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, dernier dossier pour toi, Fouzia, sur le tarif du catalogue d'exposition. Tout à fait. On change de registre. Et là, on entre dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la venue de Victor Hugo à Dreux. Le musée d'art et d'histoire va dans ce cadre accueillir une exposition inédite à partir de juin qui sera baptisée d'encre et de papier Victor Hugo en goguette. Exposition qui va être mise en valeur par un très beau catalogue. C'est un livre pour lequel nous nous sommes associés à Stéphane Berg qui a participé à la conception de l'ouvrage et qui va en signer la préface. Alors je peux vous donner quelques éléments de détail mais vous avez tous les éléments dans le dossier. Ce sera en 72 pages, dos carré, très belle facture. Il est tiré à 500 exemplaires, dont 200 seront distribués gracieusement et les 300 restants vendus au tarif de 15 €. Le reste à charge pour la ville s'inscrit potentiellement
entre à minima 500 et 2000 euros. Il est parfaitement maîtrisé et assumé, ce reste à charge, d'autant plus que ces livres, ils feront assurément le bonheur de 500 lecteurs. Je vous demande de bien vouloir valider les tarifs et conditions de vente que je viens de vous énoncer. Merci Fouzia. Vous savez qu'on va célébrer, comme il se doit, le bicentenaire de la venue de Victor Hugo à Dreux. Je dis Victor Hugo, c'est à Dreux que tout a commencé. Voilà, on va faire notre pub. C'est un événement important qui va se dérouler sur plusieurs mois, et puis on met en avant cette histoire qui est parfois encore pas connue, certains trouvaient, c'est surprenant, mais qui est une belle histoire autour de Victor Hugo et de Dreux. Il y avait une question, c'était Madame Gentil. Non, c'était pas une question, c'était des remerciements. Nous voulions remercier Madame Kamal d'avoir précisé effectivement dans le document pour le conseil municipal de ce soir le coût de cet ouvrage qui n'était pas mentionné dans le cadre de la commission préparatoire. Et nous sommes ravis au niveau de l'opposition, même si c'est une opération qui risque d'être et qui sera nécessairement déficitaire, quand il s'agit de mettre en œuvre le rayonnement du musée et notamment de mettre en valeur Victor Hugo à Dreux, on s'associe vraiment à cette prise de décision. Y a-t-il d'autres questions, observations? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, on passe au point 21 avec Lydie Guérin. Merci, bonsoir. Le règlement de fonctionnement du relais des assistantes maternelles, qu'on appelle communément le RAM, a été approuvé lors du conseil municipal du 4 avril 2019. Il a lieu de le modifier suite à la loi d'accélération et de simplification de l'action publique réformant les modes d'accueil du jeune enfant et à la demande de la caisse d'allocation familiale. Les relais assistantes maternelles sont rebaptisés relais petite enfance, et chez nous c'est relais petite enfance roule nounours. Donc je vous demande si vous êtes en accord de bien vouloir modifier le règlement de fonctionnement du relais petite enfance applicable à partir du 1er mai 2021. Merci Lydie, c'est très mignon. Roule nounours, c'est ça? C'est roule nounours. Allez, roule nounours. Il y a des questions sur roule nounours? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, on passe au point 22. Toujours avec toi Lydie. La loi relative aux libertés et responsabilités locales 2004-809 du 13 août 2004 confie au conseil municipal la détermination des secteurs de recrutement des écoles publiques sur le territoire communal. Afin de prendre en compte les nouvelles dénominations des rues, les constructions de logements, il convient de modifier et compléter la délibération 2005-43 du 31 mars 2005 relative au périmètre scolaire afin d'ajouter les rues d'Almérim et de Rochambeau dans le périmètre des écoles, donc maternelle Alphonse Daudet et élémentaire Antoine Godot. Je vous demande si vous êtes en accord de bien vouloir valider la modification du périmètre scolaire proposé. Merci Lydie. Question, observation sur ce point-là? Plus technique qu'autre chose, hein, il faut mettre à jour. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Allez, Lydie, toujours le point 23. Organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, prolongation de la dérogation. Donc, par délibération 2014-169 du 26 juin 2014, le conseil municipal a émis un avis favorable à l'application de la réforme sur les nouveaux rythmes scolaires initiés par le décret 2013-77 du 24 janvier 2013. Le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire fixe le cadre de ces évolutions. Il ouvre une modalité de dérogation supplémentaire qui est la semaine de 4 jours pour une durée de 3 ans sur autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale, soit 8 demi-journées de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. Par délibération 2018-17 du 22 février 2018, le conseil municipal a émis un avis favorable à cette organisation. À présent, il convient de renouveler cet accord dérogatoire pour poursuivre cette semaine à 4 jours aux mêmes horaires. Je vous demande, si vous êtes d'accord, de bien vouloir valider la poursuite de l'organisation de la semaine scolaire au rythme de 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 et solliciter le renouvellement de la dérogation. Merci Lydie. Question, observation là-dessus? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, on passe au point 24. Mariam Cissé. Bonsoir, merci. Donc il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 200 €. L'association des écrivains publics solidaires Drouet, qui accompagne les personnes en difficulté dans leur démarche administrative, nous a sollicité afin que nous puissions les aider en leur accordant une subvention exceptionnelle de 1 200 €. Une subvention liée uniquement à des dépenses de fonctionnement, un budget prévisionnel ayant été transmis.
J'aimerais préciser qu'historiquement, l'association était implantée uniquement à la maison Proximum du centre-ville. Afin de répondre au mieux aux besoins de la ville, j'ai demandé en fin d'année que ces permanences soient élargies au quartier des Battes et du Nant-Kennedy. Ce à quoi ils ont répondu favorablement en renforçant l'équipe, puisqu'au moment de notre rencontre, ils étaient 3 contre 6 aujourd'hui. Conscient et reconnaissant du travail effectué par l'association auprès des habitants, je vous demande de bien vouloir accorder une subvention exceptionnelle de 1 200 € à l'association des écrivains publics solidaires Drouet. Merci Mariam. Question, observation là-dessus? Rien? Je crois que c'est un travail qui est très utile. Hein. Comme je l'ai répété la dernière fois, il y a un peu plus de 10% de personnes illettrées. Voilà, ou parfois qui ont un handicap, qui sont malvoyants, etc. C'est extrêmement utile. C'est un service qu'on rend aux Drouets, qu'on ne voit pas en réalité, souvent qui est dans un petit bureau, etc. Mais ça rend beaucoup, vraiment service à des gens qui en ont besoin. Et pour 1 200 €, je vous assure que ce n'est pas cher payé pour le service rendu à des gens qui sont dans la difficulté. Voilà. Je passe au vote. Après avoir dit ça, vous avez voté pour. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Allez, on passe au point 25 avec Alain Genzi. Merci, bonjour. Donc, le stade des Joriel est situé 7 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Ouvert au public, cet équipement comprend un terrain en herbe, un terrain stabilisé et un city-stade en revêtement synthétique. Monsieur le maire propose de dénommer cet équipement Stade Mohamed Zgoud afin d'honorer l'action de cet homme qui a marqué de son empreinte la vie sportive sur le quartier des Oriels. Donc Monsieur Zgoud est né en 1942 au Maroc et c'est en 1970 qu'il est arrivé à Dreux avec le premier groupe de Marocains venus travailler à la radiotechnique. En 1977, il réunit quelques voisins, des pères de famille comme lui, pour lancer une équipe de football. Mohamed Zgoud crée l'association Sport et Loisirs des Chamards et mobilise un grand nombre d'habitants de tout âge sur son projet. Cette dénomination permettra de témoigner la reconnaissance de la ville à cet homme passionné de sport et fédérateur de la vie des quartiers. Je vous demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir dénommer le stade des Oriels, Stade Mohamed Zgoud. Merci, Monsieur Genzi. Monsieur Gambito, je vous en prie. Oui, je voudrais dire quelques mots, parce que M. Zgoud, il n'a pas seulement marqué la vie sportive, hein, il a vraiment marqué tout le quartier pendant des années et des années. C'était un homme exceptionnel, un homme extraordinaire, vraiment, je le dis avec insistance, et je vous remercie vraiment, j'ai été ému hein, lorsque j'ai vu que vous avez décidé de donner son nom, parce que c'est certainement, il y a une trentaine d'années, 30-35 ans, c'était vraisemblablement le premier qui parlait de rassembler les gens, qui combattait le communautarisme et qui était pour une ouverture totale. C'est-à-dire qu'on avait dans les équipes un certain nombre d'équipes qui étaient plutôt communautaires, et il n'y avait rien de mal à ça, mais il était toujours en train de vouloir ouvrir son équipe, et sur tous les championnats, à chaque fois par exemple on organisait une fête de l'amitié, il organisait un petit concours, et c'est lui qui assurait vraiment une ambiance extraordinaire. Tous les enfants, les jeunes, les adultes le respectaient. Il avait une certaine forme de sagesse extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué toute l'histoire de ce quartier. Tous ceux qui ont eu la chance, et je dis bien la chance, de pouvoir travailler avec lui, et il y en a eu de nombreux, garderont un très grand souvenir. Et le fait que la ville marque dans le marbre justement ce souvenir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et vraiment, ça m'a ému et je vous en remercie. Merci Monsieur Camputo, c'est aimable de le dire. Vous savez, quand on prend le temps de réfléchir à dénommer un stade, une rue, une place d'un Drouet, il faut quand même qu'il soit exemplaire. Voilà. Et c'est le cas de Monsieur Zgoud. Il a fait partie de ces gens qui n'ont jamais rien demandé, qui travaillaient, qui élevaient leur famille, et qui ont fait énormément pour la cohésion entre les gens, le quartier, le calme, occupé aussi beaucoup de jeunes. J'ai eu un nombre de mots quand on a lancé cette idée, je crois que c'est le record. Beaucoup de gens étaient émus, comme vous, comme nous, de cette proposition. Et puis on a toute une série d'anecdotes qui sont venues. C'est un monsieur qui jouait au golf. Il aimait taper la balle. Et il y a des jeunes qui connaissaient bien, qui allaient chercher les balles et qui le ramenaient. Donc voilà, il a fait du foot, il a fait vraiment. Bref, c'était un personnage très positif pour le quartier. Et je trouve que c'est intéressant. Il y a toute une fabrique derrière, vous voyez.
C'est un monsieur qui est arrivé du Maroc, qui est venu travailler, qui n'a rien demandé, qui a fait beaucoup pour les autres. Et il y a une forme de reconnaissance pour dire, oui monsieur, vous avez été une figure du quartier, oui monsieur, vous avez permis que des enfants aussi se sentent concernés par la vie en société, peut-être sans le savoir des fois. Vous voyez. Mais voilà, c'est un homme remarquable et je pense que... alors moi ce que je veux faire par contre, c'est pour l'inauguration, je veux qu'on le fasse dans des bonnes conditions, qu'on puisse avoir tous ceux qui veulent y participer, que le stade puisse être remis un petit peu avec un look un peu plus sympa, parce qu'on va inaugurer ça avec la famille est ravie. Mais on va prendre notre temps pour le faire, pour qu'on puisse réunir les gens dans des conditions sanitaires normales. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, c'est un beau message. Je vous remercie. Eh bien Caroline, on revient vers toi. Allez. Alors, vous avez devant vous une petite publication reliée, qui présente comme ça. C'est la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. C'est de ce document-là dont je souhaite vous parler ce soir. Alors, ça n'a l'air de pas grand-chose, mais c'est vraiment un engagement de la ville de Dreux, de Monsieur le maire, qui tient ses promesses. L'une des promesses, c'était la création de la délégation que j'occupe, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'autre, c'était de mettre en place les choses de façon effective. La signature de cette charte, elle n'est pas coercitive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction si on ne respecte pas ce qu'il y a dans cette charte. C'est un engagement presque moral qui est pris, un engagement politique et public, de mettre en œuvre le principe d'égalité dans la vie locale et dans toutes les décisions que nous allons être amenés à prendre et à mettre en place. L'idée de la signature de cette charte, c'est de pouvoir dérouler un plan d'action sur 2 ans. C'est-à-dire que cet engagement moral, il est vraiment de s'inscrire dans cette égalité, que tout ce qui soit mis en place désormais le soit sous le regard du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un document important, j'ai souhaité qu'il vous soit remis à chacune et à chacun. Je vous inviterai vraiment à le parcourir, alors le lire de façon exhaustive, nous n'en sommes peut-être pas là, mais au moins le parcourir simplement, vous verrez, il y a des grands principes fondamentaux qui sont rappelés. Dans ce programme de 2 ans, bien évidemment, il y a la Maison des femmes dont on a eu l'occasion de parler quelque peu, qui s'inscrit complètement dans ce projet. Voilà, je suis très fière que la ville et monsieur le maire s'engagent dans la signature de cette charte, si vous en êtes d'accord. Et vraiment, je vous invite à la parcourir. Elle reprend tous les aspects de la vie dans sa globalité. Elle refait penser à l'égalité dans ses aspects économiques, sociaux, culturels et autres. Donc la demande ce soir, c'est d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Merci Caroline. Question, observation là-dessus? Ça donne un cadre général qui permet aussi de pouvoir avoir une politique je dirais, qui est orientée avec un rappel de règles et d'un cadre qui sont tout à fait intéressants. Voilà, c'est un engagement qu'on met en œuvre. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et bien on passe au dernier point qui est le compte-rendu des décisions prises en application des dispositions de l'article 2122-22. Question, observation? Madame Gentil, allez-y. Oui, monsieur le maire, concernant les points 11, 12, 13 et 15, s'agissant des conventions d'occupation à titre précaire, qui juridiquement sont précisément définies et qui doivent être motivées par des circonstances exceptionnelles affectant l'immeuble ou le local. Alors ce sont des attributions spécifiques que vous avez qui justifient la légitimité de prise de décision unilatérale. Néanmoins, c'est vrai que dans le compte-rendu que vous nous donnez, on n'a pas les circonstances exceptionnelles afférentes aux locaux, ni le montant de la redevance exigée en contrepartie par les habitants. Alors c'est vrai que s'agissant de celle de M. Boson, on comprend que les circonstances empêchent de régulariser un bail, un véritable bail s'agissant de la maison de Maurice Violette. Néanmoins, on se posait la question, dès lors qu'il n'y a plus de nécessité de service pour M. Boson, quelle est la justification de la régularisation d'une convention d'occupation précaire? Oui, je vais apporter quelques éléments de réponse. Concernant Monsieur Boson. Monsieur Boson a quitté la collectivité afin d'organiser son départ et notamment de ses enfants pour la nouvelle entrée scolaire. On a négocié la prolongation d'un
bail jusqu'au 31 août. Voilà. Les autres décisions de convention à titre précaire, vous avez les noms des locataires. On est en moyenne entre 500 € de loyer à 754 € de loyer. Voilà. De redevance. C'est ça. A-t-il d'autres questions, observations là-dessus? Allez. Alors, on a reçu, enfin j'ai reçu une question dite orale de l'opposition, donc je ne sais pas qui prend la parole pour énoncer la question, je vous répondrai dans le cadre de l'article 5 du règlement intérieur, peut-être Madame Gentil. Oui, effectivement, dans le respect des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur, nous vous avons adressé lundi une question orale qui porte sur la démolition de la crèche. Qui est écrite. Oui, mais c'est une question orale, on a respecté le formalisme juridique. Donc qui porte sur la crèche municipale du centre-ville. Les membres de l'opposition ont appris dans un article de l'Écho républicain publié le 13 avril dernier que l'ancienne crèche municipale située en centre-ville serait démolie. Il était écrit « Son sort est scellé », annonce le maire Pierre-Frédéric Billet, qui souhaite la démolir pour y construire une résidence senior haut de gamme afin de densifier un cœur de ville avec une population ayant un pouvoir d'achat. En 2016, le projet de démolition avait déjà été validé, sous l'impulsion de Gérard Hamel, sans toutefois faire l'unanimité. En effet, toujours dans l'Écho républicain, du 4 mai 2016, on pouvait lire « Il n'est pas question de raser ce bâtiment », réagit Jean-Michel Poisson, adjoint au maire chargé de l'urbanisme. Heureusement, depuis, le projet avait été abandonné par les différents promoteurs. La démocratie participative étant un engagement de votre mandature, pourquoi les Drouais n'ont-ils pas été consultés sur un sujet aussi important que la destruction d'un bâtiment historique ayant accueilli des blessés du front pendant la Grande Guerre et des générations d'enfants de Dreux? Les élus du conseil municipal souhaitent donc savoir quel est le projet global pour la place du musée qui justifierait une telle disparition du patrimoine des Drouaises et des Drouais, d'autant que le site jouxte celui du Quai aux Arbres en pleine restructuration. Pouvez-vous par exemple donner des éléments d'information au Conseil sur d'éventuels travaux de réfection de l'école Saint-Martin qui pourraient s'inclure dans un grand projet global de réhabilitation? Nous vous remercions par avance, Monsieur le maire, de votre réponse. Il y a tellement de choses dans votre intervention qu'il y a des approximations, mais je vais aller au cœur du débat. La consultation citoyenne, ça ne revient pas à dire que quand on a 200 votants qui décident à la place des élus. Vous voyez, moi je suis élu, on écoute, il y a l'opposition, il y a des gens qui peuvent être consultés, c'est très bien, mais on décide. Première chose. J'aurais aimé, Madame Gentil, que vous puissiez saluer notre travail sur l'ensemble des sites que nous reprenons sur cette nouvelle mandature. Vous auriez pu par exemple dire que notre décision du quai aux arbres, de ne pas reconstruire, de créer des quais submersibles, des gradins vers l'eau, travailler sur l'eau, était une bonne chose. Vous auriez pu dire aussi, Madame Gentil, que réussir à abandonner le projet sur l'hôtel Minelli, c'était une bonne chose. Vous auriez pu le dire. Vous auriez pu dire également, Madame Gentil, que c'était très bien la ZAC du Square, ce qu'on a fait, en prenant nos responsabilités, en disant les habitants du boulevard Jean Jaurès n'auront pas des immeubles en face de chez eux, mais une école. Vous auriez pu le dire. Mais Madame Gentil, moi, quand je fais ces choix-là pour la qualité de vie des Drouais, j'ai aussi des finances à respecter. Et aujourd'hui, les services, j'ai revérifié tout à l'heure avec les services, me disent l'ancienne crèche, parce que c'est pas la crèche municipale, c'est le bâtiment qui a accueilli à un moment donné la crèche municipale de centre-ville, il faut que je remette 1,5 million d'euros pour sauver le bâtiment sans savoir ce que je vais en faire. Je vous rappelle que ce bâtiment est dans un fond d'arrière-cour, qu'il n'est pas ou très peu visible de l'espace public, et je vous rappelle que ni les ABF ni la DRAC ne l'ont ciblé comme immeuble remarquable devant être sauvé. C'est un élément, vous voyez, vous pouvez dire que je dis qu'il n'y a pas d'intérêt architectural, vous pouvez dire je n'y connais rien, j'écoute les ABF et la DRAC. Voilà. Simplement, c'est que quand j'annule Minelli, je perds un revenu pour la commune de Dreux et je dois remettre de l'argent, et je considère que Minelli est prioritaire par rapport à l'ancienne crèche municipale, je dois remettre 1 million d'euros dans cet ensemble pour y accueillir des services publics,
pour remettre à jour, pour que, comment dire, énergétiquement ce soit convenable, etc. Donc je fais des choix. Est-ce que vous pensez que je dois laisser tomber la crèche et que je dois laisser tomber l'école de Jean Jaurès? Je ne crois pas. Vous voyez, l'école Saint-Martin, aujourd'hui c'est une école qui pue aux normes. On a des petits accidents tous les ans avec les élèves. Moi je demande aussi à ce qu'on fasse un audit précis de la sécurité incendie. Ça ne me rassure pas, vous voyez. Mais ce bâtiment-là a un intérêt architectural. Et sur une place qui était une très belle place auparavant, avec des jardins à la française, quand on regarde il y a 2 siècles. En tout cas, c'était une très belle place. Notre objectif, c'est quoi? C'est qu'on veut redynamiser le centre-ville. On veut travailler sur un ensemble pour élargir les zones piétonnes. J'espère que vous êtes pour. La place Rotrou, on va plus en faire un parking, on va en faire une vraie place. On va piétonniser la rue au Tanneur, la rue des Embûches, retravailler autour du marché couvert, avoir accès à l'eau, la Blaise, les gradins, le bruit de l'eau. Vous voyez, ça c'est important. Cette place du musée, demain, doit devenir une place essentielle. Demain, quand l'école aura déménagé, certainement à Jean Jaurès, on pourra avoir accès à l'eau à l'arrière de la parcelle. Aujourd'hui, il y a la cour d'école qui bloque tout. On est à fleur d'eau. Ça peut être un site qui est remarquable. Voilà. Et ça nous permettra de travailler sur l'entrée du musée, de développer le musée. Donc, je comprends qu'on veuille faire un petit peu un sujet avec l'ancienne crèche municipale. Et on fait des choix. Mais quand vous critiquez Madame Gentil, moi je vous invite aussi à regarder tout ce qu'on fait de positif et dans un cadre budgétaire contraint. Voilà, on fait des choix stratégiques, pour la commune et accueillir une résidence senior autonome, c'est important pour nous. Ça va être 110 logements, je crois, 110 de personnes qui veulent être en centre-ville parce qu'ils ont accès au commerce, parce que c'est sécurisant. Et puis c'est des gens qui ont plutôt un peu de moyens, donc c'est bien pour nos commerçants, vous voyez. Moi j'ai besoin de ramener du flux en centre-ville, j'ai besoin de ramener des gens qui viennent consommer dans nos commerces. Donc on fait des choix, oui, mais on a une vision très claire de ce qu'on veut y faire. Monsieur David. Merci de me donner la parole. Que vous fassiez des choix ou que vous tranchiez, c'est votre responsabilité. Ce qu'on pointe notamment dans cette question, c'est le fait de découvrir ces annonces dans la presse. Vous nous demandez de saluer les décisions que vous prenez lorsqu'elles vont dans la défense du patrimoine. Encore faudra-t-il qu'on en soit informé, notamment lors de réunions, qui serait l'occasion idéale de nous présenter une Lisez le décision. journal, monsieur David, alors, dans ce cas-là. Mais excusez-moi, mais je suis quand même élu au conseil municipal. Il me semble qu'il sera intéressant, dans une démocratie moderne et participative que vous défendez, qu'on puisse avoir cet échange dans cette enceinte. Donc, c'est pas une... Bon, monsieur David, juste un point de détail, excusez-moi. En termes de communication, alors, je ne sais pas si vous avez un smartphone, je vous invite à en acheter un. Je veux dire, quand je vais sur la ZAC du Square, que j'explique pour l'école, la démolition, on fait une vidéo, on partage sur les réseaux sociaux, il y a la presse, il y a Entaville, il y a... Bon, en termes de communication, je ne vous ai pas passé un coup de fil personnel, j'en suis désolé, c'est vrai. Et en termes de communication, on met tout sur la table. Voilà. Et je pense que les riverains, les retours qu'on a des riverains de Jean Jaurès, ils sont plutôt ravis de dire bah tiens, on n'aura pas d'immeuble en face de chez nous. Donc on cherche à communiquer, mais c'est vrai que je ne vous ai pas passé un coup de fil, c'est vrai que je n'ai pas été voir riverain par riverain pour leur dire. C'est pour ça qu'on utilise les moyens de communication modernes, les journaux, etc. etc. Voilà. Madame de la Journée. Oui, monsieur le maire, bonsoir à tous. On vous pose une question sur le centre-ville et vous répondez, vous déviez sur Jean Jaurès et d'autres lieux. Et entre autres, on apprend ce soir que vous annoncez le projet de déplacer l'école Saint-Martin à Jean Jaurès. Malgré toute la communication que vous faites dans la presse et au travers de différents supports, ça n'a jamais été dit. Madame de la Jodée, je pense que vous avez mal lu l'article et je vous invite à le reprendre parce qu'effectivement, on dit qu'on aura un travail à faire avec les équipes pédagogiques et les parents d'élèves. Écoutez, vous comprendrez, vous prendrez le temps de le lire, c'est jusqu'à la fin, vous verrez. De le lire, effectivement, et on l'a bien expliqué qu'on va travailler avec... On ne veut pas être dans la brutalité, mais on dit oui, il y a un problème sur cette école, sur la sécurité des enfants, les enfants qui se blessent tous les ans, il y a un problème de flux de circulation. Oui, on va réinvestir, mais pour une école qui soit du XXIe siècle, digne de ce nom, tournée autour de l'enfant. Voilà, c'est ça l'objectif. Parce que les vieux bâtiments, c'est sympathique, mais voilà. Monsieur David, on va arrêter là parce que vous avez déjà posé une question. Voilà, ce Gambuto, allez-y. Oui, moi, juste rapidement, déjà, je vous trouve injuste lorsque vous me reprochez de ne pas vous remercier.
je crois qu'on vous félicite. C'est pas une guerre, monsieur Gambito. On vous félicite assez souvent, après on nous traiterait de flagorneur. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de fois, et puis même si vous regardez bien le nombre de délibérations qu'on vote avec vous et qu'on accompagne. Donc on est dans une logique constructive et positive. Moi aussi je suis surpris parce que j'ai cru vous entendre dire là que vous aviez déplacé l'école. C'est-à-dire que là, jusque-là, pour moi, j'étais, vous savez, je suis contre la démolition du musée, c'est une position que j'avais déjà prise. Et puis, je connaissais votre... Pas du musée, M. Gambito, on va pas démolir. Pardon, c'est un lapsus. Non, je préfère m'indiquer parce que maintenant qu'on est enregistré, vous voyez, vous voulez lancer une polémique, c'est vous que ça va retomber dessus. Je préfère, c'est sympa, vous voyez. Alors, c'est un lapsus qui n'est pas révélateur du tout. Donc, sur la destruction de l'ancienne crèche, bon, j'étais contre, la majorité était pour, c'est dans la continuité. Bon, on va continuer à dire qu'on était contre. En ce qui concerne l'école, moi, je vous avoue que là, je découvre, parce que tout à l'heure, vous avez dit, alors peut-être un lapsus, quand on va déplacer l'école, donc j'ai cru entendre que l'école Saint-Martin, telle qu'elle est, elle sera valorisée pour y mettre autre chose, mais ce ne sera plus une école. Et que c'est le souhait que vous avez. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre? Je vais vous répondre, on va en arrêter là. Oui, effectivement, il y a une question qui se pose sur l'école Saint-Martin, l'école Victor Hugo, pour différentes raisons. Un, pour des problèmes de sécurité et voilà, de vétusté des locaux. Enfin, Lydie, si tu veux dire un mot, voilà. Je pense qu'effectivement, l'école Saint-Martin, elle devient très vétuste. C'est une école à étage. Moi, je vous invite à visiter le locaux. Hein. Effectivement, à un moment donné, il faut réagir. Les marches sont très dangereuses pour les enfants. On n'arrive pas à réhabiliter correctement. Voilà, il faut le voir. Alors, tout ce qui est l'école d'OD, effectivement, on a beaucoup d'enfants au centre-ville. Les classes sont très petites. La descente n'est pas du tout adaptée aux enfants. La cour est coudronnée. Elle ne répond pas du tout, effectivement, à des projets d'école maintenant. Donc, je pense que c'est vraiment un beau projet. Voilà, bon bah écoutez, je vais dire que Lydie a le mot de la fin. Merci Lydie, tu as bien résumé le truc. Voilà, l'ordre du jour est épuisé, je lève la séance. Bonne soirée à tous, merci.